Dans l'euphorie d'un triomphe mondial, on l'oublie parfois, mais une fois l'été passé, et quand les choses rentrent dans l'ordre, on s'en souvient. Aujourd'hui, notre football est un football de club, et les machines européennes écrasent la concurrence des pays qui sont les leurs. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui je suis super content de vous retrouver pour la grosse surprise, c'est le retour de l'analyse quotidienne. On commence donc pour ce premier épisode de la deuxième saison entre guillemets par la Nations League, le nouveau projet de l'UEFA pour redorer un peu le blason du football international. Qu'est-ce que c'est ? Comment est-ce que ça fonctionne ? Et surtout, est-ce que c'est une compétition positive pour notre football ? C'est parti. Alors pour moi, le terme trêve internationale a presque toujours signifié 2 longues semaines sans foot, où le plaisir de voir mon club disputer une bataille acharnée en Ligue 1 ou en Europe est remplacé par une rencontre un peu insipide de l'équipe de France, soit un match amical contre l'Autriche, soit un match de qualification pour un tournoi qui se jouera dans 2 ans contre la Biélorussie ou Andorre. Voilà, je suis pas un grand fan des trêves internationales et je pense pas être le seul. À mesure que le football des clubs prend de plus en plus d'importance, le prestige des sélections nationales chute et leur audience aussi. Alors pour enrayer la spirale négative, l'UEFA a décidé de reprendre les choses en main en introduisant une nouvelle compétition, la Nations League. Mais la Nations League, c'est quoi ? Bah déjà, c'est la fin des matchs amicaux. Donc ce jeudi, au lieu de jouer un énième match amical insignifiant, l'équipe de France affrontera l'Allemagne à l'Allianz Arena en ouverture de la Nations League, avant de recevoir les Pays-Bas 3 jours plus tard, le 9 septembre donc, encore dans le cadre de la Nations League. On jouera les matchs retour le mois prochain. Alors la raison pour laquelle on joue contre l'Allemagne et les Pays-Bas, c'est tout simple, c'est qu'ils ont été tirés dans le même groupe que nous, le groupe 1. C'est un groupe qui est clairement assez relevé, peut-être même le groupe de la mort, même si le groupe 4, Espagne, Angleterre, Croatie, est pas dégueu non plus. En fait, les 55 pays qui font partie de l'UEFA ont d'abord été répartis dans des groupes de niveau. 4 groupes de niveau qui s'appellent dans le jargon de la Nations League des ligues. Et donc on a la Ligue A, où se trouve la France, mais aussi l'Espagne, l'Angleterre, la Croatie et tous les autres cadors du foot européen. Ensuite on a la Ligue B, qui compte quelques belles sélections comme la Turquie, le Danemark, la Russie, etc. Dans la Ligue C, le niveau commence à fléchir un peu, mais on a la Grèce, la Norvège, Chypre, l'Estonie, et enfin dans la Ligue D, c'est du Kazakhstan, Îles Féroé, Macédoine, Gibraltar, ceux qui sont pour l'instant plutôt les poids légers du football européen. La raison pour laquelle je dis pour l'instant, c'est que les ligues sont pas figées, au contraire elles sont même carrément fluides, parce qu'en fait il y a un système de montée-descente, et donc à la fin de chaque édition de la Nations League, il y a des promus et des relégués. Si on prend au hasard le groupe 2 de la Ligue B, c'est Russie, Suède, Turquie, et si on imagine que la Turquie gagne toutes ses rencontres et la Suède perd toutes ses rencontres, on aura un classement final Turquie, Russie, Suède, et alors la Turquie ira dans un groupe de la Ligue A, parce qu'elle sera promue, la Suède sera reléguée et elle ira dans un groupe de la Ligue C, et la Russie bougera pas, elle restera dans la Ligue B, et évidemment les derniers de la Ligue D ne peuvent pas être relégués parce qu'il n'y a pas de Ligue E, eux ils sont déjà au sous-sol entre guillemets. Par contre, et c'est là que ça devient intéressant, les premiers des groupes de la Ligue A sont pas promus, mais ils obtiennent un billet pour une mini-compétition qui se joue en été. C'est ultra rapide, il y a 2 demi-finales qui se jouent en un match sec, un match pour la 3e place, et une finale qui sacre le grand vainqueur de la Nations League, la sélection qui pourra lever le tout nouveau trophée. Donc cet été, en juillet 2019, les 4 premiers des 4 groupes de la Ligue A vont s'affronter, une mini-compétition qui pourrait rassembler par exemple la France, la Belgique, l'Espagne et le Portugal. Sur le principe, c'est quand même assez sympa. Donc voilà, ça c'est une bonne partie de la Nations League, plus de matchs amicaux, mais un système de montée-descente où chaque rencontre est vraiment cruciale, et pour les meilleures équipes, donc un trophée à aller chercher en été. Mais c'est pas tout à fait fini parce que à partir de mars, les sélections nationales disputeront les qualifs pour l'Euro 2020. Alors ça change pas, c'est les qualifs comme avant, tout ce qui est de plus classique. Mais cette fois, la Nations League offre aussi des places qualificatives pour l'Euro. Alors c'est un peu compliqué, mais en gros, dans notre Euro à 24 sélections, je rappelle que depuis l'Euro 2016, on joue l'Euro à 24, il y a 20 billets qui sont accessibles via les qualifications traditionnelles, et donc 4 billets restants qui seront disputés par les équipes les mieux placées de l'UEFA Nations League dans un système de barrage.
Bien sûr, on aura beaucoup d'équipes bien classées en Nations League qui auront déjà obtenu leur billet pour l'Euro 2020 via le système de qualification traditionnel, alors leur billet pour les playoffs sera redistribué à d'autres sélections selon un calcul qui est pour l'instant pas indispensable de comprendre. Le truc qu'il faut retenir de cet accès à l'Euro 2020 via la Nations League, c'est que la manière dont le système de playoff est construit offre forcément un billet pour l'Euro à une équipe de la Ligue D. Donc au prochain Euro, en 2020, on aura un Gibraltar, un Saint-Marin, un Luxembourg ou une autre sélection à peu près de ce calibre, ça on le sait déjà. Et voilà, je crois que j'ai couvert à peu près tout le fonctionnement de la Nations League. Fin des matchs amicaux, ou en tout cas de la plupart des matchs amicaux. Système de montée-descente avec, pour les meilleures sélections, un mini tournoi d'été qui sera l'opportunité d'ajouter un nouveau trophée à sa collection. Et enfin, une nouvelle manière d'accéder à l'Euro avec au moins une petite équipe qui donc disputera un tournoi majeur. C'est les informations les plus importantes. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Alors, est-ce que la Nations League est une bonne idée ? On va commencer par les points positifs, et le premier, c'est que ça va incontestablement accroître l'engouement autour des sélections nationales. Juste mécaniquement, le fait de remplacer des rencontres sans enjeu par des rencontres avec enjeu, contre en plus des sélections de niveau relativement similaires, ça va nous donner des affrontements quand même beaucoup plus intéressants. Et voilà, c'était le pari principal de la Nations League. On va attendre de voir comment ça se matérialise. Mais je sais que personnellement, j'ai raté pas mal de matchs de l'équipe de France sur ces dernières années. Jeudi, contre l'Allemagne, je serai devant ma télé, c'est sûr. Deuxième point positif, même si c'est pas celui qui me convainc le plus personnellement, mais c'est qu'on aura un nouveau trophée international à disputer en été. D'habitude, entre l'Euro et la Coupe du Monde, on avait un été sur deux qui était totalement vide de foot. Là, ce sera juste 4 matchs, dont en plus un match pour la 3ème place, donc c'est pas la folie. Mais tout de même, si on peut avoir une jolie finale France-Belgique en juillet, clairement je suis pas contre. Et enfin, le dernier point positif, et qui à mes yeux cette fois un vrai gros plus, c'est que c'est une compétition qui va permettre aux plus petites nations de notre continent de développer une vraie mentalité de gagnant et de se construire un peu de fierté footballistique. Parce que ces dernières années, si vous êtes par malheur les îles Féroé, trêve internationale pour vous ça signifie soit se faire démembrer par l'Espagne en qualif, soit affronter une équipe qui est, oui, plus proche de votre rang, mais seulement en match amical. Alors que là, dans le cadre de la Nations League, les îles Féroé, en l'occurrence, il me semble qu'elles sont dans le groupe de Malte, du Kosovo et de l'Azerbaïdjan. Bon, voilà, je ne regarderai pas nécessairement les matchs, mais tout de même, ça leur offre l'opportunité de jouer un football compétitif avec de l'enjeu et sans se prendre nécessairement une différence de but de moins 54 en 6 rencontres. C'est une démarche qui est assez inclusive et que personnellement je trouve plutôt cool. Les points négatifs maintenant, et on commence par celui qui est le plus évident, et celui qui se fait entendre à chaque tentative d'une nouvelle compétition, et à raison selon moi, mais c'est la surcharge des calendriers. Bon, déjà on a le mini tournoi d'été pour attribuer le trophée de la Nations League, et alors voilà, c'est que 2 matchs, théoriquement c'est que 2 matchs, la demi-finale et la finale, ou la demi-finale et le match pour la 3ème place, mais c'est 2 matchs dans une période qui est censée être une vraie période de récupération, surtout pour des joueurs qui seront peut-être allés très loin dans les compétitions européennes en club, qui auront vécu des fins de saison éprouvantes et qui ont vraiment besoin de cette période de récupération. Alors ça peut causer des blessures, clairement. Et pour les matchs de placement en septembre, octobre, novembre, comme ceux qu'on va avoir là dans quelques jours, oui, c'est vrai, ils remplacent les matchs amicaux, donc il n'y a pas de surcharge de calendrier a priori, mais vu que cette fois c'est des matchs à enjeu, on peut estimer aussi que les sélectionneurs feront moins tourner leurs effectifs qu'avant, et à nouveau, la fatigue s'accumule. D'ailleurs, cette idée soulève le deuxième gros point négatif, c'est que les matchs amicaux étaient certes délaissés par l'audience, mais pour les sélectionneurs, c'était une vraie possibilité de tester de nouvelles configurations, de lancer de nouveaux joueurs, de jeunes pousses prometteuses, etc. Là, l'enjeu risque de primer un peu sur l'expérimentation. Enfin, quelques derniers points négatifs en vrac. D'abord, les groupes à 3 équipes, c'est vraiment pas top, ça veut dire qu'il y aura forcément des rencontres en décalé, avec les risques d'arrangement entre nations que ça suscite. La fin en bonne partie des matchs amicaux au profit de la Nations League, c'est aussi beaucoup moins de rencontres avec des sélections d'autres continents, c'est un peu dommage. Et enfin, c'est lié, mais en créant ce second tournoi, est-ce qu'on dilue pas un peu le prestige de l'Euro, en s'habituant par exemple pour la France à rencontrer régulièrement les cadors du continent? Voilà, c'est des questions qui restent un peu en suspens, et il va falloir du temps pour se faire une opinion bien tranchée. Mais donc pour conclure, et si je devais me risquer tout de suite à un avis final, je pense que le football des sélections a beaucoup à nous offrir, mais il est clairement en perte de vitesse et il faut absolument le réformer pour le rendre plus attrayant, plus séduisant. Du coup,
même si son format est un peu alambiqué et pour l'instant pas ultra inspirant, je suis plutôt en faveur de la Nations League ou en tout cas des initiatives qui s'en rapprochent. Ce qui n'empêche pas que le problème de surcharge des calendriers soit un problème réel, et alors personnellement je milite à 200% pour un foot épuré où chaque rencontre existante est aussi importante, mais alors comment concilier les deux? Pour moi, le foot des clubs doit ménager un peu d'espace au foot des nations. Ça veut dire plus de rencontres aller-retour en Coupe d'Espagne, plus de Coupe de la Ligue en France. Voilà, je pense qu'il y a des compétitions qui peuvent être allégées ou même supprimées pour un meilleur équilibre et un meilleur football. Pour être aussi soigné qu'une transversale de Modric, l'analyse quotidienne a besoin de votre soutien. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros like, et pour ne pas rater l'analyse de demain, vous pouvez aussi vous abonner, c'est gratuit et c'est de loin la meilleure manière de m'encourager. À demain.